On vous retrouve dans votre livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Franck Tapiro, publicitaire, fondateur de Diaspora Défense Force. Vous allez nous dire peut-être quelques mots sur ce mouvement. Je ne sais pas si on peut appeler ça une association. C'est une association. Une association où vous avez remis les prix des justes il y a 2 jours. Du 7 octobre. C'est les justes du 7 octobre, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs et qui ont défendu défendu en fait défendu ce qui s'est passé le 7 octobre la cause. Théo Hamsaadi, vous êtes délégué national des Jeunes Républicains. Bonjour à vous. Et Ergun Toparslan, vous êtes délégué général de Territoire de Progrès. Vous êtes également chef d'entreprise. Yes. Interdiction de fumer dans les lieux où il y a des enfants. Qu'en pensez-vous? Santé publique ou liberticide? Le Pen, Bardella, pas de friture sur la ligne, disent-ils. Et puis la Ligue des Champions, on va en parler évidemment avec les annonces qui ont été faites par Laurent Nunez de mesures de sécurité proprement hallucinantes. Et puis on parlera de Gaza avec Emmanuel Macron qui est pour la reconnaissance d'un État palestinien. C'est un devoir moral et une exigence politique. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Coup de cœur pour vous, Théo? Oui, mon coup de cœur, c'est l'inauguration d'une statue à l'effigie d'Arnaud Beltrame, du colonel Beltrame. Qui a été donc inauguré mardi, si je me souviens bien. Coup de cœur parce que pour moi, Arnaud Beltrame véhicule depuis quelques mois, quelques années maintenant, dans le contexte dans lequel nous sommes, celui qui est d'un pays qui fait face à l'entrisme, face à l'islamisme, d'un islamisme qui a tué sur son sol des centaines de ses citoyens. Arnaud Beltrame est un message, c'est un symbole, et c'est un symbole de résistance et d'une nation qui résiste, et qui, même au XXIe siècle, où on se dit parfois qu'on ne fait plus l'histoire, qu'on se contente de la commémorer, les gens comme Arnaud Beltrame sont là pour nous rappeler qu'on fait toujours l'histoire, qu'il y a toujours des hommes qui font l'histoire, et qu'un grand pays, c'est ça, c'est des grands hommes, et c'est ce qu'était Arnaud Beltrame. Et moi, j'ai beaucoup aimé le discours justement du ministre de l'Intérieur, de Bruno Retailleau, au sujet d'Arnaud Beltrame, parce qu'il louait une certaine idée en même temps de l'engagement, qui est qu'un engagement n'est pas forcément pour des causes matérielles, c'est pas forcément, alors évidemment le pouvoir d'achat, etc., c'est très important, mais quand on s'engage, c'est avec les tripes, et c'est notamment par des choses immatérielles, et c'était ce pourquoi a été engagé Arnaud Beltrame, c'est ce pourquoi on s'engage nous en politique. Moi, je me suis engagé en politique parce que mon père m'a élevé c'était un parachutiste. Il m'a élevé dans le culte du pays, dans l'amour du pays, pour des choses et des valeurs immatérielles. C'est pour ça que je me suis engagé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui mon engagement est authentique et je suis très content que Arnaud Beltrame, un personnage comme ça, ait sa statue parce qu'il a un message à porter à ma génération et aussi à tout le pays dans son ensemble. Oui, je sais pas, on peut pas ajouter. C'est dire même dans l'engagement d'un jeune. Non, vous avez raison. Mais ça fait du bien. Ça fait. Oui. Ah ouais, non, vraiment. Régis, j'imagine que vous partagez. On n'a pas tellement de héros, donc oui, effectivement, il faut les saluer, il faut les commémorer. Surtout que là, il y a eu un sacrifice. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec Beltrame, c'est que c'était un gendarme, un agent des forces de l'ordre. Bon, il avait, c'est toute son histoire qui a été bien racontée par son frère. C'est un destin assez extraordinaire. Et donc, il était revenu vers la religion catholique. Et donc, son engagement était celui d'un sacrifice. C'est-à-dire que il a pris la place d'un otage et il en est mort. Et il en est mort. Et donc ça, je trouve que... Alors on donne son nom à des collèges, c'est très bien. Et on érige une statue. J'ai tendance à dire c'est pas trop tôt. Je pense qu'on aurait peut-être dû le faire rapidement parce que il y a une grande pureté dans ce sacrifice. Non pas que les forces de l'ordre sont là pour se sacrifier, mais elles sont prêtes à le faire. Donc voilà, moi je salue ce geste. On n'a pas tant que ça de héros, honorons-les. Oui. On va passer à votre coup de gueule, Régis. Ah ben moi, c'est à moi. C'est à vous. On enchaîne avec vous. Alors, je vais dire du mal, mais écoutez, ça finit par être un tropisme culturel et familial. Je vais dire du mal des Allemands. Bon, non, je vais dire du mal. Je vais dire du mal. Je vais dire du mal. Vous avez raison, faut toujours dire du mal. Ils nous ont tué beaucoup de monde. Bon, mais ça c'est l'histoire. Non, Monsieur Merz est arrivé. Il est mal élu. Mal élu d'ailleurs. Son parti ne fait que 27-28% des voix. C'est une démocratie minoritaire comme la nôtre. Et donc il est mal élu comme chancelier. Et puis depuis, il fait un peu tout et n'importe quoi. Alors naturellement, on peut parler de
l'autorisation donnée de frappe dans la profondeur sur la Russie, avec les conséquences. Bon, après, il est revenu là-dessus. Non, c'est sur l'attitude de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Sur les autorisations de frappe en profondeur, on sait bien que les autres pays d'Europe, les pays importants, non pas que les autres le soient pas, mais qui sont un peu plus les plus puissants, sont très réservés là-dessus. Mais personne ne vient dire à Monsieur Merz qu'il fait n'importe quoi. Et c'est le petit détail qui concerne Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Il a dit on va bloquer toute réparation, toute reprise de ces gazoducs qui permettent d'alimenter l'Europe en énergie moins chère, bon marché, parce que j'en ai décidé ainsi, en oubliant un peu, d'abord, qui a saboté ces gazoducs, et en oubliant que la France est concernée. La France est propriétaire de ces deux équipements. Elle est propriétaire pas toute seule, mais elle est actionnaire de Nord Stream 1. Elle a beaucoup investi dans Nord Stream 2. Peut-être que la France pourrait dire, vous êtes bien gentil, monsieur Merz, qui d'ailleurs contredit Donald Trump. Donald Trump a dit, on va le réparer, on va le remettre en service, parce que c'est utile. Donc, c'était ça, c'était cette complaisance qu'on a vis-à-vis du voisin allemand. C'est pas la première fois qu'on les laisse faire un peu ce qu'ils veulent, et je déplore que la France n'ait pas réagi. Alors. Ouais, il arrive dans un contexte interne un peu compliqué, donc on peut comprendre que pour un peu consolider la coalition qu'il a mis au pouvoir, il a donné certains gages de ce type-là. C'est vrai que c'est une expression complètement maladroite et qui nécessitait une réaction. Je suis d'accord avec ça. Un minima également de notre part, parce qu'on a aussi notre complexité politique et des messages à faire passer. Donc oui, effectivement, une maladresse, mais je pense que c'est beaucoup lié à une situation interne à laquelle il est confronté. Oui. Vous avez une remarque sur le sujet ? Pas de remarque particulière, mais c'est vrai que quand on voit déjà uniquement quand on regarde le problème germano-allemand, quand on voit les crises en Allemagne qu'il y a à la fois politique, interne, la natalité, l'immigration, la non-gestion absolue de cette immigration massive qu'ils ont eue. C'est-à-dire que c'est un pays qui est en crise. On n'ose pas le dire. Vous savez, parce que l'Allemagne, pendant des années, c'est le symbole en Europe. Vous savez, alors, on a dit, avec François Mitterrand, on réunifie le duo franco-allemand, mais pourquoi? Parce que nous, on est obligés de se raccrocher à la locomotive. La locomotive de l'Europe, ça a toujours été l'Allemagne. Mais depuis quelques années, c'est un pays en chute libre. Ouais. Je parle même pas de la Deutsche Bank qui est au bord de la fermeture. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on regarde objectivement l'Allemagne, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous, Français, et pour l'Europe. C'est un pays en déclin absolu. Ouais. Donc encore une fois, et je peux comprendre les critiques, justifiées ou non, mais c'est pas mal non plus. Pardon ? On n'est pas mal non plus, nous-mêmes. Mais nous, on le dit tous les jours, matin, midi et soir. Mais quand on parle de l'Allemagne, on a encore, vous savez, en France, on regarde l'Allemagne toujours un peu du bas vers le haut, on se dit, oh là là, les Allemands. Ouais. Mais les Allemands, c'est peut-être le pays aujourd'hui qui est le plus en déclin en Europe. En plus, vous savez, plus vous êtes lourd, c'est de la mécanique, plus vous tombez vite. Et aujourd'hui, même industriellement. Alors, on sort tout le temps, bien entendu, l'excédent de la balance du commerce extérieur de l'Allemagne. Mais quand on fait le bilan global de l'Allemagne, c'est une catastrophe. Sur 0,9 en natalité, vous imaginez? Non, c'est terrible. Donc, je trouve qu'il faut aider l'Allemagne. En aidant l'Allemagne, on va aider l'Europe, on aidera la France. Donc, c'est bien de les critiquer. Nous, on est, je pense, numéro 1 du monde, dans le monde du déni par rapport à cela. Mais je pense que aujourd'hui, le tandem franco-allemand devrait s'épauler un peu plus pour essayer de régler ensemble les crises qu'ils ont, même si elles ne viennent pas de la même chose. Par exemple, l'immigration n'a rien à voir entre la France et l'Allemagne, etc. Mais les causes et surtout les conséquences de cela peuvent être dévastatrice pour l'Europe. On se retrouve dans un tout petit instant, c'est l'heure du journal sur Sud Radio, des dernières informations, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Valérie Expert. Le 10h midi, les débats en direct avec vous sur Sud Radio, avec Régis de Castelnau, avocat. On peut vous lire sur votre blog, Vue du droit. Également votre livre, Une justice politique, est paru aux éditions L'Artilleur. Et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Franck Tapiro, publicitaire, fondateur de Diaspora Défense Force. Théo Hamsaadi, vous êtes délégué national des Jeunes Républicains. Et Ergunto Parslan,
délégué général de Territoire de Progrès. Alors évidemment, il y a le match de foot, plus de 5000 policiers déployés pour la finale de la Ligue des Champions, le rond-point des Champs-Élysées fermé à partir de midi, les Champs-Élysées interdits à la circulation, les rues adjacentes également, les commerces interdits d'ouvrir. Tout ça pose quand même des questions. On va parler de l'interdiction de fumer dans les lieux où il y a des enfants, santé publique ou liberticide, évidemment, il y a polémique. Et puis Emmanuel Macron, c'est l'actualité, qui se déclare pour la reconnaissance d'un État palestinien. C'est un devoir moral et une exigence politique. On va en parler avec vous dans un instant, Franck Tapiro. Mais Ergun Toparslan, vous vouliez évoquer un sujet qu'on n'a pas eu le temps de traiter hier. Alors c'est un coup de projecteur, hein. C'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule. Un coup de cœur aussi, c'est assez symbolique. En fait, il y a eu une statistique qui a indiqué que la majorité absolue des électeurs, c'est-à-dire des Français de plus de 18 ans, a dépassé la tranche des 50 ans. Donc on est aujourd'hui à 51 ans et demi. Et donc ça montre donc le phénomène qu'on constatait depuis quelques années, hein, le vieillissement de la population, problème de natalité également. Mais ça pointe surtout un enjeu également politique, qui montre que les enjeux qui concernent le vieillissement de la population sont déjà au centre du débat public, mais qui vont l'être un peu plus nationalement. On a l'habitude, la santé, les retraites, qui à eux deux représentent juste 40%, 45% de nos dépenses publiques, ce qui est déjà énorme. Mais peut-être dans la perspective des municipales, ça montre aussi les enjeux auxquels peuvent être confrontées ces populations-là. On parle beaucoup d'accessibilité, de sécurité, de transport, mais on constate aussi qu'il y a beaucoup de nos villes qui sont très en retard par rapport à ça, et surtout même y compris de nos organisations territoriales. Il y a eu la semaine dernière dans ma région, dans le Grand Est, encore des guichets de gare qui ont été supprimés la semaine dernière. Donc ça peut paraître anodin, mais le vieillissement de la population n'implique pas à chaque fois une ultra connexion, et surtout dans les nouveaux moyens de télécommunication. Donc voilà, nos politiques face à cet enjeu-là, du vieillissement de la population, et j'espère que ça sera un des sujets centraux du programme du futur municipal. Comment préparer nos villes, comment préparer nos territoires à ce vieillissement-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est pas mal en retard, et surtout que les grands débats nationaux qu'on a sur les dépenses publiques et ce qu'ils appellent les tronçonneurs, les fans de la tronçonneuse budgétaire qui veulent taper dans la santé et taper également sur ce qui est sur l'enjeu des retraites, le prennent en considération. On a vu tous les mois que ça a suscité l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Malheureusement, les prochaines années nous pousseront peut-être à aller encore un petit peu plus loin, mais en tout cas, avoir la tête froide, avoir des organisations politiques qui puissent prendre en charge ces enjeux-là, ça sera décisif dans les prochains mois. Oui. Dogmatisme. Je pense que vous êtes à l'inverse, hein, parce que vous représentez les jeunes républicains. L'un des problèmes, et nous c'est notamment un sujet qu'on défend énormément, c'est aussi le fait qu'il n'y a plus de politique familiale en France depuis quand même une bonne paire d'années, voire même plus d'une décennie, parce que le mot famille, en fait, c'est devenu ringard, c'est devenu démodé. Pendant la présidentielle, même pendant la dernière élection, on n'a pas vraiment entendu parler de l'enjeu de la famille. Et pourtant, le cœur du sujet aujourd'hui en France, en tout cas pour l'avenir, c'est la famille, parce que la famille, ça induit la démographie, ça induit ensuite des changements politiques et sociaux importants, comme ce que vous dites sur l'adaptation du service public, etc. Tout ça, ça peut être anticipé si on a une politique familiale claire, si on a une politique démographique aussi ambitieuse, parce qu'aujourd'hui on n'en a plus, et il faut cesser de penser que la famille c'est un gros mot. C'est une belle chose. Il faut réinventer ce concept-là. Il faut réinventer une politique familiale ambitieuse, parce qu'aucun grand pays n'est grand s'il n'a pas de politique familiale et de politique démographique très claire et définie. C'est horrible, parce que il me vient évidemment une phrase épouvantable du pire souvenir historique français, c'est Pétain, qui dit travail, famille, patrie, et malheureusement ce sont les trois valeurs qui sont aujourd'hui le plus dénigrées. Oui. Quand vous parlez de travail aujourd'hui, vous êtes un gros fou furieux. Comment travailler jusqu'à 64, 65, 67 ans, alors que vous voyez le nombre de pays en Europe qui le font. La famille, vous venez de le dire, c'est totalement juste, c'est devenu quelque chose de ringard, c'est démodé. C'est vrai. Alors l'idée de patrie. Alors, non, c'est juste que c'est approprié par une certaine vision de la famille, c'est ça le problème. Il y a pas on ne regarde pas la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. En fait, la problématique politique aujourd'hui, c'est le dogmatisme. Et comme on est dans un dogmatisme absolu, on ne regarde pas les réalités. Oui, mais mon dogme me dit que, on s'en fout du dogme. Aujourd'hui, les gens souffrent de quoi? De dogmatisme. Parce que quand ils disent, on m'écoute pas, on regarde pas mes souffrances, c'est ça. On regarde pas la réalité. Et le problème d'énormément de gens politiques de droite, de gauche, c'est plus une question partisane, non. Ils ne sont pas connectés à la réalité des Français, à ce qu'ils vivent, à leurs émotions, à ce qu'ils ne disent pas. Parce qu'on attend qu'ils disent quelque chose. Et bien entendu, ils le disent quand? Ils le disent en s'abstenant au présidentiel, ou en votant blanc. Et ce genre de choses, par exemple, qui sont totalement mises de côté. Et si on n'est pas capable de voir que depuis 30-35 ans, les Français sont devenus une majorité silencieuse dans tout, c'est qu'on est à côté de la plaque. Et
tous les politiques aujourd'hui, à part quelques-uns, et dont Retailleau d'ailleurs, je pense qu'il commence à se connecter à cela. J'admets vraiment que... Il entend. Il entend. Voilà, maintenant, il faut vraiment y aller. Il faut aller au front. Et Gabriel Attal. Mais c'est. Gabriel Attal. Franchement, moi qui me suis battu, qui me bat pour la laïcité, quand on interdit le voile pour les moins de 15 ans, je peux vous dire, j'ai rarement vu un truc aussi débile. Mais bon, ça, ça on est d'accord. Mais Régis, un mot très juste, ce que dit Franck Tapiro. Ce sont les 3 valeurs qui sont aujourd'hui, qui font défaut totalement à notre société. Travailler, c'est ringard, c'est. Ma chère Valérie, sauf qu'il se trompe totalement. Dites-nous pourquoi. Sur ce plateau, j'ai entendu, il faudrait que, il y a qu'à, on a tout un tas de propagande, c'est tout à fait exact, contre le fait de ne pas avoir d'enfants. Pour ce qui me concerne, j'appartiens pas à cette culture, j'en ai eu 5. Hein, oui, mais c'était une autre époque, mon cher Régis, sans vous faire offense. J'ai aussi des petits-enfants. Non, mais justement, je vais abonder dans votre sens. Il y a un livre remarquable qui vient de sortir, d'un de mes amis qui s'appelle Raymond Debord, pas Guy Debord, c'est Raymond Debord, qui s'appelle Vers un monde sans enfants. C'est une révolution démographique qui est en train de se produire. On a parlé de transition, c'est terminé. C'est multifactoriel, mais dans le monde entier, quelles que soient les idéologies mises en œuvre, quels que soient les modèles familiaux qu'on essaye de promouvoir, on n'y arrive pas. Les Russes n'y arrivent pas, les Chinois n'y arrivent pas, les Coréens du Sud, ils sont à 0,6. Hein, et ils produisent des poussettes pour les chiens. Enfin, alors, les États-Unis s'en tirent finalement d'une certaine façon pas trop mal. Hein. C'est dramatique ce qui est en train de se passer. On parle beaucoup du réchauffement climatique, on parle beaucoup mais donc vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, non? Je dis simplement qu'on est confronté à un problème qui implique naturellement le vieillissement des sociétés, mais c'est devant nous et c'est catastrophique, la prise de conscience. Il faudrait une politique familiale. Retailleau, Retailleau, c'est 4% des voix aux dernières élections législatives. Moi, je veux bien, mais Macron, c'était 0 avant 2017. On n'a pas fait 4. On a un problème considérable en France, mais partout dans le monde. Les Allemands ne font plus d'enfants. Les Allemands non plus. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc ça, je pense qu'aborder cette question dans le cadre de débats politiques en disant il faudrait faire ceci, en rappelant ce que racontait Philippe Pétain, moi je veux bien, mais il a mis des nuances. On aura bientôt, ma chère Valérie, on aura bientôt le spectacle que donne ce film extraordinaire qui s'appelle Les Fils de l'Homme, je ne sais pas si vous vous rappelez, où effectivement les femmes ne font plus d'enfants, c'est terminé, il y a eu un phénomène, une mutation, hein, et on voit ce que devient une société sans enfants, les écoles ferment, etc. C'est un problème terrible. Hein, terrible. Oui, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. C'est bien ce que j'ai. Vous êtes d'accord avec ce que disait Franck. Je vous propose qu'on marque une petite pause et qu'on commence le débat. J'ai peut-être un coup de cœur pour Nathalie Arthaud, une fois n'est pas coutume, cet échange qu'elle a eu avec un journaliste du Média, qui est un journaliste, qui est un média plutôt à gauche, très à gauche, et donc elle est interrogée sur le voile. Écoutez ce qu'elle répond. Mais dans toutes les religions, dans absolument toutes les religions, le judaïsme, le catholicisme, les femmes, elles sont inférieures aux hommes. Les femmes, on leur impose de nouvelles des contraintes. On veut les contrôler. On veut encadrer leur vie. Voilà. Et c'est ça, moi, que je rejette. C'est ce que je rejette. Et ce qu'on voit pour le voile, en l'occurrence, c'est regarder comment les plus extrémistes et les islamistes l'utilisent. Je suis enseignante. J'en croise des jeunes filles qui sont contraintes, forcées, poussées à porter le voile et qui ne le veulent pas. J'en croise. Il y en a. Voilà. Ça existe encore. Voilà. Mais ça me semble minoritaire. Et oui, mais s'il n'y en avait qu'une, il faudrait que tout le monde ait le souci de dire, oui, cette jeune fille, elle doit avoir le droit de décider de sa vie. Oui. Non, mais je suis évidemment
totalement pas d'accord avec ce qu'elle dit. En tout cas, je parle pour ma paroisse, si je peux. Sur la première partie. Sur la première partie. Non, mais c'est pas vrai. Mais sur la deuxième. Dans le judaïsme, on a dit qu'il faut pas avoir de dogmatisme. Oui, mais elle comprend rien. Je suis désolé. Sur quoi elle se base? Marx l'a dit il y a 150 ans, ça. Mais sur quoi elle se base? Dans la religion juive, la femme, non seulement est traitée comme l'homme, mais a une position même, je dirais parfois même supérieure, parce qu'on confère à la femme le fait d'être encore plus connectée d'un point de vue spirituel. C'est elle qui dirige tout ce qui se passe dans la famille. Enfin, c'était absolument incroyable. Et l'importance du couple chez les Juifs. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais bien sûr, ma femme, chez les libéraux par exemple, il y en a. Et ils sont. Non, mais il y en a pas beaucoup. C'est pas problématique. On va pas faire le débat là-dessus. Ce qui est de dire que les femmes sont maltraitées, etc. C'est totalement faux. Je l'invite d'ailleurs, quand elle veut, je peux l'amener voir des grands rabbins, que ce soit libéraux ou non, ou consistoriaux. Mais ne retenez pas cette partie. Enfin, ne retenez pas cette partie. Je suis désolé, je suis obligé de dire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme de gauche qui dit aujourd'hui qu'elle constate qu'un certain nombre de femmes qui sont voilées aujourd'hui le font par contrainte. Et je vous encourage à écouter aussi Fadila Maharoufli qui explique comment les frères musulmans, comment l'islamisme est entré dans la société justement par les femmes et en les obligeant à se voiler pour un grand nombre d'entre elles. Mais sans entrer dans le débat théologique et à mon tour défendre ma paroisse, sur ce côté-là... Il n'y a pas de républicain ici ou quoi? C'est quoi cette histoire-là? C'est universel. C'est universel. Il faut accepter. Judéo-chrétien. Il faut dépasser tout ça. On est en 2025. Sur le débat, Nathalie Arthaud a le mérite de la cohérence parce que moi j'ai toujours trouvé ça assez dingue. Bien sûr que des gens de gauche... En fait, il y a des gens de gauche qui voient du sexisme dans la langue française en défendant l'écriture inclusive. C'est-à-dire que le genre masculin qui est neutre, pour eux c'est misogyne et sexiste. Exactement. Et l'illustration d'une domination patriarcale sur la femme. Par contre, une personne qui se voile, des pieds à la tête, il n'y a aucun patriarcat, elles sont libres de le faire, et elles sont libres d'être soumises en fait à leur mari. Et moi en fait cette incohérence-là, je l'ai jamais supportée, j'ai jamais compris pourquoi. Donc au moins Nathalie Arthaud, moi je suis pas d'accord sur plein de sujets avec elle, je pense que j'en ferai aucun mystère, mais elle a au moins la cohérence d'une gauche qui défend une certaine vision de la femme, qui est une vision de la femme libre et pleinement. Je vous donne la parole, Régis, mais on est obligé de marquer une petite pause de pub très brève et vous n'êtes pas censuré, je vous rassure. Vous pourrez vous exprimer tout de suite après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Alors, Régis, un mot sur le voile avant le coup de gueule de Franck Tapiro. Sur Nathalie Arthaud d'abord, parce que Nathalie Arthaud, moi, elle me rappelle des souvenirs de jeunesse. C'est une secte trotskiste de gens très très respectables au plan moral, et donc elle a une position qui est une position laïque. Elle a une position laïque, c'est-à-dire qu'elle considère qu'effectivement, et moi ma paroisse, faut être clair, c'est l'athéisme méfiant. Et donc elle a une position qui consiste à dire voilà, on ne doit pas imposer dans l'espace public, on ne doit pas imposer des contraintes. Et je suis désolé, voiler une petite fille de 15 ans, c'est une contrainte. Je vais même plus loin, c'est une violence. Donc elle est toujours, elle fait toujours preuve d'une grande rectitude, au contraire d'autres qui sont complaisants pour des raisons électoralistes avec certaines dérives. Donc voilà, moi je lui tire mon chapeau, mais parce qu'elle s'est fait défoncer sur les réseaux. Le problème, c'est la comparaison qu'on fait, avec les autres religions aussi. C'est-à-dire quand vous avez entendu François Ruffin ou Mathilde Panot qui vous disent c'est la même chose que le baptême, on n'est pas consentant. Enfin, c'est une connerie et une absurdité totale. Mais la laïcité, c'est pas la critique des religions. Je suis désolé. La laïcité, c'est au contraire laisser dans la sphère privée, laisser la liberté, le culte, etc. C'est pas la même chose. On peut être laïque et ne pas venir dans l'espace public imposer ses contraintes religieuses. Je suis d'accord, mais sauf que là, elle était dans une critique par rapport à un problème intrinsèque des religions. Selon elle, alors qu'elle a tort, c'est peut-être vrai avec l'islam et avec le christianisme, je ne pense pas, sur le rôle de la femme et le fait qu'elle soit totalement asservie. Ça montre surtout qu'il n'y a rien de mieux que de séparer tout ce qui est religieux et de la politique. On n'a rien de pire de faire de la politique sur des bases religieuses. On est complètement d'accord. Je pense que c'est valable un peu partout. On avance, coup de gueule, Franck, ça fait partie des sujets évidemment qu'on doit traiter ce matin. C'est le président Macron en
déplacement à Singapour, qui a affirmé que les Européens devaient durcir leur position contre Israël et surtout reconnaître un État palestinien. On écoute Emmanuel Macron. Et donc la création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région, sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous, et le seul qui garantira la paix dans la région. Et donc c'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique et je crois aussi un vrai réalisme. Et qui se mettra à pleuvoir des fleurs. Oui, mais en fait, je vais vous dire, je vais employer un mot fort parce que sinon on n'y arrivera pas. C'est une croisade. C'est une croisade d'Emmanuel Macron contre Israël aujourd'hui, ce qui est en train de se passer. Moi je suis franco-israélien, j'ai toujours défendu évidemment la création d'un État palestinien, on ne va pas le refaire en paix, etc. Mais il faut arrêter de rêver. Depuis le 7 octobre, on est passé dans le monde de la réalité. Avant, c'était une science-fiction, malheureusement, puisqu'il y a eu tellement d'occasions pour les Palestiniens d'avoir un État qu'ils ont toujours refusé. L'histoire, je mettrai un peu trop longtemps, mais pour vous sortir tous les accords ratés par les Palestiniens, notamment par Yasser Arafat. Mais aujourd'hui, c'est totalement contre-productif. Pourquoi ? D'abord, premièrement, c'est une question de timing. Le timing, c'est quoi ? Vous allez, il l'a dit, en 15 jours, libérer tous les otages, bien sûr. Remettre tous les corps d'otages, parce qu'ils ont kidnappé aussi des morts. Oui. N'oublions pas. Démilitariser le Hamas, bien sûr. Que le Hamas fasse sa coupe, s'en aille de Gaza. En claquant dans les doigts, que la population civile de Gaza, je parle de ceux qui ont kidnappé, violé, tué depuis le premier jour, parce qu'il n'y avait pas que le Hamas, le 7 octobre. Il y avait le Hamas, le djihad islamique et énormément de gens de la population gazaoui se transforment en une population pacifique, mais bien sûr. Et vous croyez que les Israéliens vont accepter qu'ils se créent un État palestinien à leur porte, qui veulent les détruire? Parce que le Hamas, dans leur charte, lisez ce qu'ils veulent. Ils n'ont jamais voulu d'État palestinien. Ils veulent juste éradiquer du Jourdain à la mer Israël. Donc, reconnaître aujourd'hui un État palestinien avant de libérer les otages démilitarisés, ça veut dire quoi? On donne une victoire au Hamas, ce qui est déjà une erreur historique majeure. Est-ce qu'on a reconnu l'État islamique à Raqqa, Mossoul? Est-ce qu'on a fait la connerie de reconnaître? Non, mais il on veut les pas a reconnaître détruits. le Hamas. Pardon? Il ne dit pas qu'il veut reconnaître le Hamas. Mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Parce que le peuple palestinien, il est dans deux endroits, en Judée-Samarie et à Gaza. Il y a l'autorité palestinienne corrompue depuis 20 ans, qui n'a jamais fait une seule élection en 20 ans, qui a volé tout l'argent, les milliards de l'Europe et des pays étrangers. Eux, on n'en parle jamais, pourquoi? Ils apparaissent comme les gentils, alors ce sont des escrocs. Et à Gaza, parce qu'il n'y a pas d'État. Mais attendez, à Gaza, le Hamas a été élu démocratiquement en 2007. Oui. Démocratiquement, ils ont assassiné tous les candidats du Fatah. On l'a oublié en 2007 ce qui s'est passé. Et après, derrière, ils ont instauré un petit État islamique aux portes d'Israël. Donc, c'est ça la réalité. Quand on fait fi de la réalité comme ça, on est dans la science-fiction. Voilà pourquoi c'est une croisade. On tape sur Israël au lieu de taper sur le Hamas. On met la pression sur Israël au lieu de mettre la pression sur le Hamas. On a des liens avec le Qatar, qui est pour moi le grand chambellan de tous ces drames depuis le 7 octobre, pire que l'Iran encore, parce que où étaient les dirigeants du Hamas le 7 octobre? Au Qatar. Qui a soi-disant négocié avec le Hamas? Le Qatar. Et in fine, pourquoi le Hamas refuse encore cette nuit, tous les jours, les accords de libération d'otages? Parce qu'ils savent très bien que c'est leur monnaie numéro 1. Alors, donc c'est encore une fois une croisade qui va, quoi qu'il arrive dans le mur, sauf si un miracle se passe en 15 jours, et que toutes les conditions sorties en second plan, alors que c'est le préalable, se déroulent en 15 jours. Si c'est possible, on parlera de nouveaux miracles, peut-être comme celui de la mer Rouge qui s'est ouvert devant les Hébreux quand ils sont arrivés. Il y a beaucoup de religieux dans la région, donc ils croient au miracle. Non, mais comment comprendre la déclaration d'Emmanuel Macron quand on l'écoute? Elle est Enfin, je la trouve moi aussi ubuesque, c'est-à-dire rendre des otages, ça fait 600 jours. C'est sa ligne depuis plusieurs années, même avant ces malheureux événements qui sont passés. La réalité, malheureusement, c'est que le fait de ne pas avoir État palestinien, qui est une nécessité aujourd'hui, nourrit beaucoup de choses et a fait en sorte que la Hamas c'était le premier argument du Hamas face au Fatah. Il leur racontait que les discussions, les négociations, ça sert à rien. Il faut qu'on se radicalise parce qu'on voit que ça mène à rien depuis 30, 40, 50 ans. Ils veulent pas d'État, le Hamas. Justement, c'est pour ça. Non, mais ils veulent pas d'État. Ils veulent pas
pas d'État palestinien, ils veulent Israël. Justement. Ils veulent détruire Israël, ils veulent tuer 9 millions de personnes. C'est ce que je dis, si on veut aider, peut-être, si on veut proposer une autre alternative aux Palestiniens qui ne sont pas tous, y compris les Gazaouis, derrière le Hamas, qui ont manifesté par rapport au Hamas, qui a pourri leur vie, etc. Il faut qu'on leur propose une perspective. À un moment donné, la seule perspective, ça peut pas être une lutte armée d'organisation militaire ou un pseudo-État en Cisjordanie contre l'alternative ou le Hamas, l'extrémisme du Hamas, qui demain, s'il n'existe plus, ça ira beaucoup plus loin. Il y aura pareil comme l'État islamique, etc. Donc à un moment donné, l'État palestinien est une nécessité et peut-être le timing aujourd'hui, s'il est conditionné, peut paraître miraculeux, mais il faut qu'au moins il y a cette perspective qui puisse exister, ne serait-ce que pour ceux qui veulent mettre une paix durable dans l'intérêt des Palestiniens et des Israéliens. On a tout essayé depuis 40 ans, mais on n'a jamais essayé le fait d'organiser un peu un État palestinien qui aujourd'hui, c'est très bête, il serait en quelle frontière? Quel peuple? Les frontières. Quel dirigeant? Quelle institution? Quelle constitution? Non, mais il y a décidé avait voté. Mais il y a déjà un problème majeur qui est le Hamas. Enfin, ça c'est le problème de tout le monde. Et le Fatah. C'est compliqué à un moment donné, si on met aussi le Fatah dedans, il y a peu de représentation palestinienne. Le Fatah, on va faire mais à un moment donné, on peut pas refuser que les gens s'organisent aussi. C'est pour ça que c'est surréaliste. Régis, cette déclaration d'Emmanuel Macron. Bon, alors moi, je vais pas répondre à Franck, ça sûrement pas, parce que il y a tellement, j'ai entendu tellement de contre-vérités que. Ah ben c'est le moment de me répondre. Non, c'est pas le débat. On n'a pas le temps. L'émission s'appelle comment? Parlons vrai. Je peux juste te dire. Tout à l'heure, vous avez juste dire. Il y a des fleurs qui tombent et à ce moment-là, effectivement, le Golan est évacué, qui a été annexé à l'encontre du droit international. Ah bon? Et la guerre, les implantations en Cisjordanie sont démantelées. Toutes les implantations sont démantelées. Fin de l'apartheid en Cisjordanie. Il n'y a pas d'apartheid en Cisjordanie. C'est un débat qui n'ira nulle part. Je veux dire simplement. Mais vous vous rendez compte les horreurs qui m'est posée. Si je peux parler. Laissez-le parler. Mais vous pouvez au moins sortir. Laissez-le parler. Je peux parler. Laissez parler. Je peux parler. Allez-y. Toujours que vous faites cette violence. Donc, non, on reste réponds à la question de Valérie. Je ne veux pas débattre avec vous, ça ne m'intéresse pas. Alors allez-y. Simplement, Valérie, ce que je dis, c'est quelque chose de très simple. C'est une prise de position politique d'Emmanuel Macron. Il faut que par rapport à un certain nombre de choses qui se passent en ce moment, par rapport à ce qui se passe au plan international, il faut qu'il prenne une position pour la France. Donc il dit, il faut un État palestinien. Je rappelle que non, il faut reconnaître l'État palestinien, puis derrière il dit il faudra qu'il y ait un État palestinien que la Knesset s'oppose radicalement à créer. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il prend une position qui est effectivement un vœu politique, qu'il a raison de prendre, un vœu politique. Je rappelle que 130 pays qui sont à l'ONU ont déjà reconnu l'État palestinien. Ça a changé quoi? Donc je pense que ça fait partie des... Rien, ça n'a rien changé. Ça fait partie du débat, ça fait partie de ce qui est en train de se passer. Je crois que effectivement, c'est un vœu pieux qui est lancé. Je le regrette que la France le reconnaisse pas. Ça, c'est mon point de vue. Je comprends très bien qu'on s'y oppose avec des arguments. Mais ce que je veux dire, faut pas lui prêter autre chose qu'un geste politique à ce moment. C'est tout. Alors, Théo, vous allez répondre dans un instant. On marque une petite pause pour la pub et on se retrouve tout de suite après. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et nous continuons nos débats. Alors Théo, on ne vous a pas entendu sur cette déclaration d'Emmanuel Macron, reconnaître la Palestine un devoir moral. La question, je pense, c'est de se... On parle de l'aspect politique de la déclaration. Pourquoi maintenant? Pourquoi je pense que en réalité, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que demain reconnaître la Palestine, ça va régler le problème? La réponse est non. Demain, Emmanuel Macron fait une interview télévisée et décrète, reconnaître l'État palestinien. Est-ce que les otages seront libérés? Non. Est-ce que le Hamas sera mis hors d'état de nuire? Non. Et est-ce que les Gazaouis, enfin, vivront en paix et dans une démocratie saine? La réponse est forcément non. Donc d'abord, je pense que la priorité, c'est de maintenir la pression sur le Hamas. Après, moi, je suis pas un géopoliticien, j'ai pas prétention à dire ce qu'il faut faire, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que philosophiquement, on doit d'abord accorder notre priorité sur les otages, sur les civils, et la reconnaissance d'un État palestinien doit être l'aboutissement d'un processus long et qui doit conduire à une société apaisée. Parce qu'avoir un État palestinien qui, au final, n'existe pas dans des institutions politiques et réellement, ça ne sert à rien.
si ce n'est faire de la com en France et puis peut-être répondre à une certaine clientèle électorale. Ouais, juste préciser qu'il y a beaucoup d'images fake qui circulent, dans un sens comme dans l'autre, mais cette image d'une petite fille, parce que j'ai une auditrice qui me dit vous n'avez aucune humanité, mais cette image d'une petite fille qui sort des flammes est une image générée par l'IA. C'est de l'IA, mais aujourd'hui c'est vrai que on a fait le monter en gamme, d'ailleurs monsieur le répétait tout à l'heure, on a inventé l'histoire de génocide, après on parle de l'apartheid. Alors je peux vous dire l'apartheid, moi qui suis israélien, je peux vous dire que à Naplouse, etc., il n'y a pas un juif qui travaille. En revanche, le nombre d'Arabes israéliens qui sont de la Cisjordanie, qui viennent travailler tous les jours à Tel Aviv, il n'y a jamais eu d'apartheid dans un sens, il y en a dans l'autre. Et il peut vérifier, mais c'est plus facile de parler derrière des postures que d'aller sur le terrain. Cette dame, malheureusement, elle subit le travail de sape, de la propagande pro-Hamas, de la propagande des frères musulmans. Et en fait, ils construisent l'inhumanité d'Israël et des Juifs. Et cela, c'est fait pourquoi ? La barbarie rentre justement exactement dans ce moment-là. Il faut délégitimer Israël d'abord et rendre le peuple israélien et le peuple juif dans son ensemble inhumain. Comme ça, tout ce qui pourra leur arriver demain en riposte, on l'aura bien cherché. Comme le 7 octobre d'ailleurs, où tous les fervents adorateurs du Hamas ont dit que ça avait commencé bien avant le 7 octobre. Je me rappelle Karim Zeribi, qui m'avait dit que c'est un vieux problème et que Israël l'a bien cherché, l'a mérité. C'est exactement ce qu'on fait maintenant. On dit ils sont inhumains, donc on fabrique cette inhumanité avec ces images fake pour demain légitimer un prochain 7 octobre qui sera peut-être encore plus meurtrier. Bravo. Une question, trêve à Gaza, donc la proposition américaine acceptée par Israël ne répond pas aux demandes du Hamas selon un dirigeant du mouvement. Et je vois sur internet quelqu'un dit que je comprenne bien, le peuple génocidé refuse un cessez-le-feu que son génocidaire a accepté. Pourquoi non, mais on peut poser la question. On voit bien la limite de l'exercice. Dès qu'il n'y a pas d'État, c'est trop compliqué après. Le Hamas est une organisation qui a d'autres objectifs que une stabilité, une paix durable. Et on va dire que la bande de Gaza se développe ou autre. Ils ont absolument aucun. C'est pas leur sujet en fait. Donc le chaos leur sert. Donc c'est pour ça que j'essaie de. Il faut ramener le débat peut-être un peu là-dessus. L'intérêt que peut avoir la création d'un État palestinien, ça permettrait d'avoir déjà un interlocuteur un peu plus crédible et qui aurait des instances. On parle, il n'y a même pas de justice, il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas de police, il n'y a pas de passeport, il n'y a rien du tout. Je veux dire, c'est compliqué quoi pour un peuple aussi d'être sur des terres. Non, mais il y a le Hamas qui prétend en tout cas diriger, être en responsabilité et refuser. Il y avait un vide, il n'y avait pas de police, il n'y a rien à Gaza. Est-ce que vous imaginez effectivement les Tutsis refuser un accord ? Est-ce que vous imaginez, si on transpose à d'autres pays, vous êtes, vous cherchez un accord a priori. Le but si vous êtes de la guerre, c'est la paix normalement. Donc au bout du bout, il faut une paix à un moment donné. Sauf que j'ai pas l'impression que ce soit leur but à eux. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important aussi que il y ait une alternative pour les Palestiniens qui est beaucoup plus crédible que le chaos que propose cette mouvance-là. Et ça passe par c'est notre position la mienne. Alors ceux qui disent que c'est fake news, l'histoire de la petite fille, vous allez sur une intelligence artificielle, vous mettez la photo et vous demandez si cette photo est réelle. Vous allez voir que l'intelligence artificielle va vous répondre. Comme les enfants se disant, vous savez, affamés. La photo en une de l'humanité. Qui datait un de la Turquie, l'autre du. Non, mais on va pas nier que la situation est très compliquée à Gaza. Il n'y a pas de famine à Gaza. Il faut juste savoir ça. La famine organisée, comme on le dit depuis des semaines et des semaines. Il y a un problème d'alimentation. Il y a quand même un problème. La famine, c'est autre chose. Il y a les aides qui sont un peu attaquées. Il y a des petits soucis quand même. Non, mais il y a quand même des soucis. Il y a quand même un problème organisé. Les mots ont leur importance. Le mot ont leur importance. Je suis d'accord. Les mots ont leur importance. Il y a une situation humanitaire qui est dramatique. Apartheid, famine, ce sont des mots qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe là-bas et qui sont utilisés pour détruire justement l'humanité du peuple israélien et montrer que finalement Israël s'oppose à tout, alors qu'on le voit bien cette nuit encore, le Hamas s'oppose à la libération des otages. Et là, en plus, c'est un accord de trêve de 60 jours, libération de centaines de Palestiniens, dont 115 qui étaient condamnés à vie parce que ce sont des terroristes qui ont tué des gens, notamment le 7 octobre. On était prêts à la libérer. Donc vous voyez bien que leur objet n'est pas la paix. Leur objet, c'est détruire Israël. Faut le redire, sinon on se met le doigt dans l'œil. Je voudrais juste faire une parenthèse, parler du Soudan. 3e année de guerre. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts. 13 millions de personnes ont été déplacées. C'est la pire crise humanitaire en cours dans le monde. Personne n'en parle. Il n'y a pas de juifs. Et Marie Cabret dit « No Jews, no news ». Et c'est un peu ça, hôpitaux détruits au Soudan,
70 morts de choléra en 2 jours à Khartoum, dans un pays. Alors oui, il y a l'Afghanistan, il y a d'autres pays également. La situation, évidemment, à Gaza est absolument dramatique. C'est un pays en guerre. On voit les images, mais on peut aussi poser la question de savoir ce qu'a fait le Hamas de l'argent qui lui a été envoyé par l'Europe. À la place de construire des tunnels, on aurait pu construire des abris. On aurait pu. Enfin, on peut aussi interroger. Régis, je vous écoute sur ce qu'on est en train de dire. Vous n'avez pas envie. Oui, enfin, il y a tellement de choses à dire. Je vais juste faire une remarque. J'essaye de suivre ça d'assez près. Je lis à peu près régulièrement à Haaretz. Par exemple, j'ai vu les sondages sur l'état de l'opinion publique israélienne qui sont un peu inquiétants. Toujours est-il que ce que j'apprends moi en essayant d'aller aux nouvelles, merci Internet et merci les logiciels de traduction. Je crois que la proposition américaine, c'est une proposition américaine qui a été acceptée par Israël, est actuellement en cours de négociation par le Qatar interposé. Donc je ne sais pas si ça n'aboutira pas. Il y a déjà eu plusieurs accords qui ont été dits dans le passé. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant de cette tragédie. Je voulais réagir aussi, mais je pensais le faire dans le débat que nous aurons sur la préparation des conséquences de la finale de la Ligue des Champions. Oui, parlons-en. Non, mais justement, à propos écoutez, je commence, Valérie, oui. sur ce thème qui m'apparaît très important chez nous. Et ça nous éloigne pas tant que ça du Moyen-Orient, ça ne nous éloigne pas du Congo, où Monsieur Kagame, qui va accueillir triomphalement le sommet de la francophonie, continue à provoquer une guerre pour dérober les matières premières du Congo, avec des conséquences absolument effroyables dont personne ne parle, c'est tout à fait exact. Ce qui se passe au Soudan, c'est que je constate que la guerre a changé. La guerre a changé, j'essaie de suivre ça là aussi, et que par conséquent, aujourd'hui, ces guerres, elles se passent non plus entre États, mais avec des forces irrégulières. Et le Hamas en est une démonstration. C'est un État, l'État israélien, qui est opposé à une force irrégulière. Et ça, on le retrouve partout. C'est ce qui s'est passé avec l'État islamique. Et donc, vous allez me dire, mais on s'éloigne de la métropole. Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que après la tragédie de Nanterre, quand on a eu 3 semaines d'émeutes, on a une partie de la population qui s'est révoltée, qui s'est lancée dans des violences tout à fait considérables. Elle n'était pas encore armée. Il n'y avait pas besoin de coordination. Il n'y avait pas besoin d'avoir un État en face de nous. Alors on peut toujours dire que c'est les Russes qui ont provoqué, c'est ridicule. En revanche, il y a aujourd'hui, et la France est très exposée de ce point de vue, il y a aujourd'hui une vraie difficulté dans ce pays. Rappelez-vous ce qui s'était passé à Dijon quand il y a eu un affrontement entre une communauté marocaine et une communauté tchétchène. Les Tchétchènes étaient intervenus à Dijon avec 200 véhicules qu'ils avaient envoyés et des armes lourdes, etc. Donc je dis qu'on est confronté aujourd'hui à une mutation considérable de la guerre. Et même, on le voit d'ailleurs en Ukraine, avec Wagner, avec les Tchétchènes, avec une guerre par proxy, c'est-à-dire que les Ukrainiens font le boulot pour les Occidentaux et Monsieur Merz qui les pousse. Donc je me dis que face à un événement festif, un événement qui m'intéresse, je vais regarder le match, pour être tranquille, Oui. Et bien derrière, on est obligé de mettre le pays en état de siège parce que on ne contrôle plus les forces irrégulières qui sont là. Et il n'y a pas besoin qu'elles aient un chef, pas besoin qu'elles soient contrôlées. Ça explose. On est terrorisé par les conséquences. Rappelons-nous la finale de la Ligue des Champions précédente. Donc, je trouve que la marche du monde là est de ce point de vue-là très très inquiétante et pour notre pays en particulier. Alors, on va revenir sur cette Ligue des Champions et ce dispositif massif. C'est le préfet de police de Paris qui a employé ce terme. 5400 policiers et gendarmes mobilisés. On en parle dans un instant.
Sud Radio, votre avis fait la différence. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlons foot, Ligue des Champions. Alors on va peut-être parler un petit peu foot. Ils vont gagner ou pas, Franck, vous qui êtes un moi, je fan. suis un fan depuis tout petit. Maintenant, je suis en procès avec le club depuis la bâche de la honte. Free Palestine de 800 mètres carrés. Donc je soutiens toujours l'équipe parce que voilà, je suis PSG de cœur. Je soutiens pas du tout le Qatar SG, quoi. Voilà, c'est tout. Donc logiquement, vu l'équipe, moi je pense même qu'ils peuvent écraser l'Inter de Milan 2 ou 3-0. C'est mon pari pour vous dire. Donc je suis ni rancunier. Je suis ni rancunier, ni de mauvaise. Je pense sincèrement que PSG a une équipe de feu et s'ils sont tous en forme demain, match en élimination directe, Paris c'est une des meilleures équipes qui existent en France de loin. Quand on regarde la Coupe de France, le nombre de coupes qu'ils ont gagnées, et sur une finale, je pense qu'ils peuvent leur marcher dessus, ouais. Alors Régis, vous qui êtes, est-ce que vous serez d'accord? Moi, j'espère bien que le PSG va l'emporter parce que je suis un patriotard maladif. En revanche, j'ai vu les deux demi-finales contre le Barça, qui a une équipe sublime. Eh bien, ils l'ont emporté à la régulière avec leurs arguments. Je parle de l'Inter. Je suis un peu inquiet. Donc, je ne veux pas dire pessimiste ou optimiste, mais je suis un peu inquiet. Je pense que je vais être tendu jusqu'au coup de sifflet final. Donc vous n'êtes pas aussi optimiste, Ergun Non, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en compte. C'est une finale et l'arbitrage en fera partie. Oui. L'arbitre est roumain, on devrait éviter quelques mauvaises surprises. Les Roumains parlent bien français, n'oublions jamais. Les planètes sont alignées pour le PSG. Après le football, le ballon est rond, il faut que la balle dépasse la ligne, c'est jamais évident. Et vous, Théo? On n'a que des fans de foot aujourd'hui. Je parie un bon 3-1. Un bon 3-1. Je pense que le PSG est en forme. En plus, c'est une bonne. Et ce qu'il y a cette année qu'il n'y avait pas avant, c'est le collectif surtout. Alors qu'avant, ils étaient portés par une star, et puis c'était tout, et puis on a vu le melon de ce que ça fait. Exactement. Et là, le collectif, en plus, avec Luis Enrique, qui incarne une philosophie de jeu, même, et puis même une philosophie d'équipe qui est vraiment incroyable. Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour une belle victoire, surtout quand même qu'ils ont gagné un match très compliqué, très disputé face à Reims, dernièrement, en Coupe de France. Donc je pense que là, ils sont bien préparés, quoi. Alors, un dispositif massif dans la capitale, près de 6000 policiers contre 2000 pour la demi-finale. Ouais. Une bonne partie des Champs-Élysées et aussi le secteur autour du Parc des Princes. On n'est pas très loin du Parc des Princes avec des restaurateurs qui ont renoncé à mettre des écrans dans leur café parce que ça attire une population qu'ils n'ont pas envie d'avoir et qui va finir par dégrader tout. Donc on a des commerces fermés, on a des secteurs des rues entièrement fermés autour des Champs-Élysées. Comment on en est arrivé là? C'est aussi un... Et on sait que ça va mal se passer, on le sait. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Ah oui. Mais oui, regardez, après la victoire en demi-finale, qui est quand même un moment de fête extraordinaire, arrivé à la Champions League, en finale de Champions League, quand je rappelle, on était 24e équipe, il manquait un match pour se qualifier, on était les plus mauvais de tous les qualifiés. On arrive en finale. Donc c'est vraiment le parcours peut-être le plus extraordinaire d'une équipe française en Champions League, si en plus on gagne. Mais regardez, la victoire, ce qu'elle a généré à Paris. Ouais. Donc on se dit, c'est une victoire en demi-finale, génère des émeutes, mais qu'est-ce que ça va être avec la finale, avec la coupe? Moi, c'est dramatique de se dire, vous vous rendez compte, la veille d'une fête, d'avoir peur. Ouais. On a peur la veille d'une fête. C'est épouvant,table, c'est honteux. Je pense que le préfet a pris ses précautions. Il a raison tout d'abord, mais surtout on commence à avoir l'habitude. Ça fait quelques mois, on a fait les JO, des gros événements. Il faut savoir fêter une victoire aussi et prendre des précautions. C'est une ville-monde, on sera l'œil du monde. Tout le monde va regarder ce qui va se passer sur les Champs-Élysées. Il vaut mieux transmettre des belles images que des images de chaos. Surtout que là, en demi-finale, il y avait une sensation un peu de flou. Personne ne se sentait trop en sécurité. Donc l'idée, c'est d'éviter cela. Et évidemment, fêter la victoire comme il se doit. Mais ça, on en a déjà fait la preuve. Mais ça n'empêchera pas les manifestations et les débordements. Ouais, malheureusement, c'est ce qu'on disait. En fait, cette idée qu'on sait déjà ce qui va se passer, alors que ça arrivera que demain, c'est quand même assez triste d'en arriver à là. Surtout qu'on sait fêter paisiblement. Moi, pour l'Euro 2016, j'avais pas le souvenir qu'il y a eu de grands bazars. Enfin, forcément, il y a eu quelques trucs, mais en tout cas pas comme pour la demi-finale. Contre les Portugais au Stade de France. Oui, déjà, je pense que ça a calmé beaucoup. Et après, je faisais le parallèle en antenne sur la victoire de l'UBB. Évidemment, c'est pas le même sport, c'est pas les mêmes émotions, mais
Ah non. Ça en dit long quand même sur le fait qu'on peut gagner et être heureux. Moi, j'étais à Bordeaux à ce moment-là. Les gens étaient heureux, ils étaient bourrés dans la rue. C'est le rugby, hein. J'étais pas non plus. Mais c'est quoi? Ça veut dire que disons les choses. C'est pas le même public. C'est pas le même public. C'est pas. En fait, je pense que ce public-là, quand même, célèbre aussi pour un match de l'équipe de France, etc. Mais il n'y a pas la même ambiance. Je sais pas comment le dire, mais il n'y a pas le même atmosphère. C'est mon sport, le rugby. J'ai monté des clubs et tout. Je peux vous dire que le même public, vous prenez les mêmes personnes, ils vont à l'UBB ou supporter l'équipe de France de rugby, ils se comporteront extraordinairement bien. Vous prenez les mêmes dans un cadre de foot, national ou international, ils peuvent se hooliganiser. C'est le foot qui rend fou. Et je veux vous dire, je suis un fan de foot depuis tout petit. Le foot rend fou. Les mêmes personnes mutent complètement dès qu'ils sont dans un cadre de football. C'est au foot de se poser les questions. Mais bon, en même temps, c'est le seul sport qui te permet de remplir les Champs-Élysées. C'est la dernière grande fête populaire qui peut exister. On n'arrivera pas à remplir les champs avec une finale de coupe de handball ou de rugby. Malheureusement, c'est la réalité. Il ne faut pas sous-estimer l'effet d'aubaine. Moi, je suis pas sûr. Oui, le public de foot, il est ce qu'il est. C'est pas le public de rugby, malheureusement. Alors peut-être en termes de comportement, mais là, il y a un effet d'aubaine. Rappelez-vous la Ligue des Champions. Liverpool, je ne me rappelle plus qui était l'adversaire d'ailleurs, mais bon, enfin, peu importe. C'était des racailles des cités alentours qui étaient venus pas du tout pour voir le match, qui étaient venus pour casser, pour voler. Donc là, en l'occurrence, se précipiter sur les Champs-Élysées, c'est pour se livrer au pillage. C'était pas des supporters de foot qui ont mis la France dans une émeute géante après l'affaire Naël. Non, je pense que il y a un climat particulier qui fait que ce genre d'événement est le prétexte et provoque un effet d'aubaine, et à ce moment-là, ça dégénère. Mais pourquoi ils le font pas pour le rugby? Pourquoi ils le font pas quand c'est le rugby? C'est pas l'esprit. C'est pas les valeurs, c'est pas l'esprit, c'est pas le cadre. Il n'y a jamais de débordement au rugby. Il y avait eu, je me rappelle, il y a très très longtemps, même dans les France-Angleterre qui étaient un peu compliqués, aller au bord du stade, je me rappelle au Parc des Princes de l'époque, Français, Anglais, avec des bocs de bière, bras dessus, bras dessous. Il ne peut pas y avoir cela. Pourquoi? Parce que quand on est rugby, encore une fois, le match n'est qu'un moment de la vie du rugbyman. C'est le moment de la rencontre. Mais ça commence avant et surtout après. Et la troisième mi-temps, qui a été instaurée d'abord pour que les adversaires qui sur le terrain se mettaient des châtaignes à l'époque puissent boire des verres ensemble, ça montre que le rugby est un sport d'abord positif, qui a des vraies valeurs de respect. Et je suis désolé, au foot, regardez, quand vous savez que le PSG paye ses joueurs pour qu'ils aillent saluer les supporters au parc, ça montre la déchéance du sport. Payer une prime pour faire coucou et merci aux supporters. Quelle honte, quelle honte. Franck, vous êtes businessman. Vous avez fait même d'abord sportif. D'abord sportif, businessman. Mais il y a un monsieur autour de cette table, il a dit une phrase très importante tout à l'heure. Il a dit plus c'est gros, plus ça descend vite. C'est pas comparable. Oui, mais bon. La manne financière, les sommes d'argent qu'il y a dans le foot et dans le rugby n'ont rien à voir. Je parle des valeurs. Moi. Pareil. Le nombre de personnes, donc c'est sûr que dès qu'il y a des événements, c'est beaucoup plus massif, c'est plus difficile à gérer, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et en termes de valeurs, je suis désolé, moi toutes les valeurs que j'ai apprises, c'est ce que disait Camus. Toutes les valeurs que j'ai connues, les belles valeurs de l'homme, je les ai apprises grâce au football. Camus, c'était quelle année? 45 ans. Le collectif. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis désolé. Depuis la fin des années 80, que l'hyper-professionnalisation, après Platini, est rentrée dans le sport, c'est fini. Et le rugby, regardez, est devenu ultra pro alors qu'il était super amateur. Et la force des valeurs du rugby, ça a empêché justement ce sport de devenir un football qui joue avec la main. Mais ça prend pas. Ils ont réussi à conserver leur valeur, c'est pas vrai. Il y a pas de violence. Regardez les audiences du top 14, il n'y a rien. Je parle pas de ça, je parle de spectateurs quand même que pour un match. Sur la dernière dynamique, elles sont pas en faveur de l'équipe de France de foot. Le rugby sur le terrain est en train un petit peu de dégénérer quand on voit ce qui s'est passé après la finale de l'UBB, quand M. Pollock, la vedette britannique, est venue agresser les joueurs de l'UBB. Ce sont les joueurs de l'UBB qui se sont mis de côté, qui ont été sanctionnés. Non, c'est en train de... Moi, je trouve que j'adore... Le rugby, ça a été mon sport, soyons clairs.
Là, je ne sais pas si c'est aussi net que ça, cette absence d'évolution. Oh, Pollock, c'est une grande gueule, c'est un très grand joueur, il est un peu vexé. Un dernier mot, Christine Bouillot, qui nous écoute, qui est notre correspondante à Toulouse, nous dit en rugby, malheureusement, les troisième mi-temps ont donné lieu à des affaires assez sordides. Oui. Les joueurs pro au rugby sont aussi payés pour aller voir les supporters à la fin du match, ce qu'elle nous dit, mais la grande différence se trouve peut-être dans les tribunes et entre supporters. Christine Bouillot, qui est très férue de sport. J'aimerais bien qu'elle me donne une preuve de ça, parce que ce serait pour intéressant. Moi un vrai changement. Je peux vous dire, personne ne l'a jamais dit. Si elle le dit et qu'elle le prouve, je serais le premier à en parler aux instances du rugby, parce que ça, ce serait dramatique. Eh ben, écoutez, je vous mettrai en contact avec elle, et elle dit la grande différence se trouve peut-être dans les tribunes et entre supporters. C'est vrai qu'il y a pas la même chose. Bon, on n'a pas parlé du tabac, pour ou contre l'arrêt cette mesure. Contre. Enfin, pour la mesure, contre la clope. Déjà dans certaines terrasses de restaurants, vous savez, où il y a juste un petit toit, les gens fument, c'est devenu un espace fumeur. Mais avec des enfants, enfin pour moi, c'est bizarre que la question se pose même, mais bon. Complètement pour, mais les restaurants sont pas compris dans la mesure. Non, c'est tout ce qui Régis. Les mesures liberticides. Je regrette qu'on n'aborde pas ça, parce qu'on aurait été d'accord sur tout ce qui concerne la sécurité routière et ce qui concerne le tabagisme. On est d'accord. Moi, je suis d'accord avec cette mesure. Je constate que ça progresse. Alors, bien sûr, on va emmerder les gens. Bien sûr, on va leur mettre des prunes. Mais c'est un vrai problème de santé publique. Il faut le traiter, quoi. D'accord aussi, mais je trouve ça juste dommage de ne pas pouvoir faire confiance au bon sens des gens. Bah oui, mais il n'y en a pas. Malheureusement, aujourd'hui, ça marche avec la loi. C'est un placement peu sûr. Merci à vous. Dans un instant, la suite des émissions, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.